Amy, tu as présenté un mémoire de master en sociologie à la faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l'UC Louvain. Son titre, Les pratiques d'alimentation durable au sein d'un public précarisé. Ton promoteur est Geoffrey Pleyers, qui est maître de recherche au FNRS, professeur à l'UC Louvain et vice-président de l'Association internationale de sociologie. On l'écoutera dans quelques instants. En attendant, Amy, si tu es bien parmi nous. Oui, voilà, bonjour tout le monde. Voilà, formidable. Eh bien, c'est à toi, on se retrouve dans quelques minutes. Merci. Alors, moi, j'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu comment ce campus fonctionne, mais en très résumé et en très cliché, au final, c'est un grand nid d'écolos qui sont un peu de classe moyenne au minimum. Donc, j'ai fait quelques années du coup de mes études dans cette bulle vraiment où l'écologie et l'alimentation durable, c'est très normalisé. Il y a des événements, il y a des conférences, il y a des ateliers toutes les semaines. Et donc, quand il était temps de choisir en fait mon sujet de mémoire que je voulais dans ces thématiques, je me suis dit qu'il serait intéressant de sortir de cette bulle et d'aller voir un peu ce qui se passait en dehors de Louvain-la-Neuve, ce qui m'a amené à faire du coup ce mémoire sur les pratiques d'alimentation durable chez des personnes en situation de précarité. Et à la clé, avec quelques clichés à casser au final. Le premier, c'est se dire que si on achète le label bio chez Deleuze, on est un bon écolo. C'est pas très correct au final. On se rend compte que le label bio, il n'y a pas beaucoup de garanties et qu'il y a beaucoup de méfiance de la part de mes interviewés qui tournent autour de ça et que acheter local, ça va s'avérer être un petit peu mieux. Acheter de saison, c'est encore le niveau au-dessus. Et si le local devient bio, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment le miroir face au label bio. La deuxième chose, c'est si vous avez un compost, vous êtes un bon écolo. C'est pas faux, mais il ne faudrait pas que ça serve d'excuse au gaspillage alimentaire, qui reste une grosse problématique. Les personnes que j'ai interviewées, elles n'ont pas le luxe de gaspiller des aliments. Du coup, elles organisent leur repas autour de ça, elles font de la soupe avec leurs épluchures et elles finissent probablement par gaspiller moins. Mais à côté de ça, le plastique, pour eux, ce n'est pas spécialement un problème, ce n'est pas du gaspillage. Donc voilà, on voit que c'est un peu en double teinte. Troisièmement, il faut diminuer sa consommation de viande pour être un bon écolo. Alors ça reste très, très vrai. Mais il faut absolument comprendre pourquoi est-ce que la viande reste si importante dans l'assiette des gens, pourquoi est-ce qu'on a tellement du mal à laisser partir cette viande de nos assiettes. Et en fait, on se rend compte que la viande a un rôle très important dans la vision du masculin et dans la vision du progrès. Donc, en comprenant ça, on peut essayer de changer ces visions pour pouvoir atteindre cet objectif de diminution de viande. Et le quatrièmement, qui est un peu la conclusion de mon mémoire au final, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on se dit écolo qu'on fait forcément que c'est forcément le plus efficace. Et c'est pas parce que des gens ne se disent pas écolo qu'ils ne font pas de pratiques qui sont au final très efficaces. Vraiment, la conclusion de mon mémoire, c'est de dire que ces personnes en situation de précarité, elles ne se revendiquent pas du tout écolo. Mais pourtant, il y a plein de pratiques d'alimentation durable qui sont présentes, mais qui ne sont pas très visibles. Et il est temps d'écouter ces personnes qui sont aussi concernées par les problématiques pour les inclure dans des politiques publiques qui les touchent et qui parfois les discriminent aussi. Voilà. Merci beaucoup, Amy. On se retrouve dans quelques minutes pour le question-réponse. Donc, je vous invite à déjà poser toutes vos questions. Je les relayerai dans quelques instants. Je l'ai dit, ton promoteur de mémoire est Geoffrey Pleyers, qui est avec nous ce matin. Alors, Geoffrey, pouvez-vous nous dire en quoi le mémoire d'Amy participe à construire un monde soutenable ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bon, d'abord, je suis vraiment très content de voir ce mémoire brillant, reconnu ici. Je pense que c'est un mémoire, il faut le souligner, qui a été réalisé aussi avec beaucoup de rigueur, une très bonne connaissance de littérature, une grande sensibilité au terrain. Et puis, auprès des classes populaires, c'est quand même trop rare, en fait. Trop souvent, parfois, on voyage très loin pour faire des recherches en sociologie, pour être un peu dépaysé. Et ici, ce qu'il fallait, pour changer un peu notre vision de l'alimentation, je dirais, au-delà de l'écologie, je pense que c'est un mémoire tout à fait brillant qui a été vers les classes populaires dans une perspective compréhensive sans les juger, en voyant, elle vient de le répéter, Émile vient de le répéter, elles ne polluent pas forcément plus que les autres, elles se disent moins écologiques. Et ce qui me semble vraiment important, et j'aimerais insister là-dessus, parce que c'est au-delà même du domaine de l'alimentation dans ce mémoire, ça nous montre tout l'enjeu du rapport à l'écologie par rapport aux classes populaires. On dit que souvent, ils ne sont pas assez écologistes parce que c'est trop cher, parce qu'on ne peut pas acheter bio, etc., parce qu'ils n'ont pas de jardin pour faire un compost. Mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Il y a une vraie méfiance par rapport à l'écologie dominante dans ce qui est mis au jour entre les lignes de ce mémoire tout à fait stimulant. Et avec des questions simples, on est obligé de transformer notre regard sur l'écologie aussi.
si on veut tous ensemble aller vers un monde plus durable, mais aussi une meilleure qualité de l'alimentation pour les couches populaires précaires, eh bien, il ne suffit pas de faire plus, d'étendre la manière dont nous pensons l'écologie, de mettre des labels bio partout, etc. Non, il faut vraiment comprendre leur vision du monde, comprendre comment ces personnes vivent aussi et ne pas imposer cette écologie, bon, Amy dit que c'est un peu bobo parfois. Et donc, ça nous oblige finalement, c'est un mémoire qui a à la fois une portée très... il faut penser le monde aussi autrement avec eux, parce que, bien sûr, ils font partie du problème. Elles polluent, ces couches populaires précaires, bien sûr, elles polluent aussi, moins que les couches plus aisées, certainement. Mais en même temps, elles peuvent aussi faire partie des solutions. Et pour ça, une perspective compréhensive comme l'a fait Amy Sher dans son mémoire, c'est assez rare en fait. Et je pense que tu es fait à la fois avec beaucoup de compréhension, mais aussi une très bonne connaissance de la littérature. Et je pense que ça pose simplement les bonnes questions, bien au-delà du secteur de l'alimentation. Comment est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour essayer de polluer un petit peu moins, au moins, ou pour sauver la planète, comme on dit aujourd'hui? Eh bien, pour ça, il faut aussi d'abord arriver à dialoguer et comprendre les autres. Et c'est ça que nous montre ce mémoire tout à fait brillant. Merci beaucoup pour cette intervention, Geoffrey Pleyers. La parole revient à présent à notre président du jury en alimentation soutenable, c'est Thierry Nouzen. Vous êtes le fondateur et le directeur général de la chocolaterie Belvas. Alors, quelle a été la position du jury par rapport au travail d'Amy? Bonjour Caroline et tout le monde. C'est vrai que, sincèrement, Amy, on a très fort hésité entre ton travail et celui de Lara parce que ton travail est un sujet extrêmement important. On a trouvé que c'était tout à fait dans le thème de l'innovation soutenable, de ce qu'il faut faire dans la société. Il était très bien. On a jugé, on devait juger sur les 4 P, et c'est là que Lara a peut-être tout juste eu un petit point de plus, mais en fait, ton mémoire, il donne envie d'aller plus loin, et c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que de la part du jury, on te remercie d'avoir ouvert cette porte. C'est assez complexe, l'alimentation soutenable, puisque ça touche tout le monde et énormément de secteurs. Mais ce que tu as ouvert là, c'est quelque chose qui n'a pas encore été tellement abordé et qui est capital. Merci à vous. On vous retrouvera évidemment après la présentation de Lara, justement. En attendant, on va passer aux questions-réponses. Les questions affluent pour Amy. Alors, merci pour cette présentation. Pouvez-vous nous parler de votre méthodologie, votre terrain? Quelles personnes avez-vous interviewé? Combien, etc. Oui, pas de souci. Alors en fait, mon terrain, j'ai réussi à l'avoir grâce à un projet qui était en place et que j'ai rejoint à travers mon stage. Ça s'appelle le projet ADIN. C'est un projet européen Interreg, pour ceux qui connaissent, et ça parle d'alimentation durable inclusive. Donc voilà, j'ai fait mon stage là et ça m'a permis d'accéder du coup à des ateliers qui essayaient de sensibiliser des personnes en situation de précarité à ces questions d'alimentation durable d'une manière inclusive, et ça a amené à mon mémoire. Donc, j'ai autant fait de l'observation participante quand je participais à ces séances. Et grâce à ça, j'ai eu des contacts avec au final 11 personnes que j'ai pu interviewer qui ont participé à ces ateliers. Alors, l'échantillon, c'est un peu mon point faible parce que je me suis retrouvée avec beaucoup de femmes pensionnées ou sur la mutuelle en incapacité de travail. Donc, c'est vrai qu'il y aurait matière à agrandir l'échantillon. Mais voilà, c'était principalement ça, des entretiens compréhensifs et de l'observation participante. Est-ce que le prix des aliments sains ne sont pas le vrai frein pour les familles précarisées, ce qui les empêche de consommer durable et au détriment de leur santé? Pas spécialement. J'ai eu des personnes avec qui je me suis entretenue qui n'avaient pas de problème à payer plus cher, par exemple, pour acheter local. Parce qu'il y a toutes des valeurs derrière, par exemple la solidarité avec les fermiers ou la convivialité qu'il y a autour de ça. Donc, clairement, le prix joue un rôle, mais je dirais aussi que par rapport aux priorités que les gens mettent, etc., s'ils avaient envie de payer plus cher pour de la nourriture, que ce soit label bio ou autre, ils pourraient le faire. Ça dépend un peu des priorités de chacun, mais c'est un facteur à prendre en compte très certainement.
Mhm. Alors, la perception parfois faussée d'une alimentation durable qui ne l'est pas tellement, n'est-elle pas aussi due au greenwashing? Comment lutter contre cela? Aussi pour la viande, il y a aussi une très grosse pression de la part du monde agricole pour bloquer les démarches de réduction de consommation. Alors, comment concilier ces deux intérêts? C'est très compliqué, c'est ça tout l'intérêt du mémoire. Je vais juste me permettre, c'est une longue question, du coup je vais reprendre. Donc oui, le greenwashing, évidemment, ça a un énorme rôle et on voit que ça complique en fait énormément la compréhension de ce qu'il faut faire pour faire des pratiques plus écologiques. Ça, c'est vraiment une chose que mes interviewés ont mentionné. C'est les informations qui varient tout le temps et au final, on ne sait juste plus en quoi croire. Un jour, c'est bien, l'autre jour, on a découvert quelque chose, ça ne va pas. Et le greenwashing qui met des petits logos verts sur tous les nouveaux produits, ça complique énormément de choses et tout le monde n'a pas le luxe de se renseigner constamment là-dessus. Lutter, c'est à un niveau très politique au final, donc un engagement politique serait adapté pour moi, mais voilà, on sait que c'est un peu compliqué l'engagement politique à ce niveau-là. Donc oui, voilà. Et pour la viande aussi, puisqu'on parlait de la grosse pression du monde agricole, comment faire pour qu'on limite la viande en préservant leurs intérêts aussi? Diminuer sa viande, indépendamment de ce qui se passe au niveau plus macro, c'est dans les mains de chacun. Donc, je ne pense pas que les lobbies internationaux ou européens influencent que nous, en tant qu'individus, on choisit de consommer ou pas. Maintenant, le monde agricole en Europe est très compliqué, très protégé et ouais, il faudrait un politologue pour un peu compléter mon mémoire à ce niveau-là. Mais ouais, j'aurais tendance à dire que les complications pour les fermiers ne sont pas spécialement liées à la viande, mais c'est un terrain un peu hors mémoire, donc je vais éviter de m'y aventurer. D'accord. Alors, quels seraient tes 3 premiers conseils alimentation durable pour les personnes précarisées? Il faudrait déjà que les personnes se soucient un peu. Il faudrait qu'elles aient un intérêt là-dedans, parce qu'on voit que généralement, les personnes plus populaires, on leur envoie énormément de normes. Tu devrais faire ça, surtout dans le domaine de l'alimentation. Donc, si elles s'en soucient, j'aurais tendance à dire que acheter local va être une option moins chère qu'acheter les labels. Et que acheter de saison, c'est compliqué, mais ça permet aussi d'avoir des produits moins chers. Donc, c'est une option. Oui, principalement ça. Ok. Et dans la continuité, est-ce que toi, tu as interrogé des responsables d'ASBL qui distribuent des produits qui sont presque périmés à la population qui est plus précarisée? Alors, non, j'ai pas parlé à des responsables d'ASBL. Moi, j'étais vraiment concentrée sur les concernés, on va dire. Il y en a qui bénéficiaient de colis alimentaires, mais même si ça vient de colis alimentaires, il y a toujours tout le symbole autour de... Si par exemple, si on propose un produit bio dans le colis alimentaire, indépendamment de si c'est moins cher ou pas, s'il y a des symboles de méfiance autour, ça va quand même pas, ils vont quand même pas être spécialement en faveur. Donc voilà, c'est une alternative à observer, mais ça ne change pas tout. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent dans ce que les personnes ont envie d'acheter ou non. Effectivement, alors on souligne à quel point les questions sont vastes et complexes ce matin. Et puis on nous donne un conseil santé et économique pour tous, acheter non transformé. Voilà, c'est vrai que c'est déjà un premier bon pas. Ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire pour la transition vers une meilleure alimentation d'avoir le label bio de supermarché en termes d'accessibilité financière pour ce public précarisé, même s'il existe des doutes sur le respect de leurs normes bio? Donc, est-ce que le bio de supermarché devrait être accessible à tous? Le bio de supermarché, je dirais, reste moins accessible. Il n'y a rien à faire, ça reste dans des logiques très commerciales, capitalistes.
Donc, il y a beaucoup de labels bio qui n'apparaissent pas à cause de la bonne foi des gens et c'est plus des études de marché qui se rendent compte que les gens sont prêts à payer plus pour des produits qui ont ces labels et qui, du coup, ne vont pas hésiter à prendre leur marge là-dessus. C'est triste comme constat, mais c'est vrai aussi. Donc, je ne pense pas que les labels bio soient la meilleure façon de rendre ça accessible pour des personnes en situation de précarité. Et on sait qu'il y a plein de petits producteurs qui n'ont pas le label, même si leurs produits sont bio, parce que ça coûte cher de se faire labelliser. C'est vraiment l'idée que le label bio en tant que tel, c'est vraiment de la méfiance, mais si le local devient bio, ou même s'il n'a pas le label en tant que tel, mais qu'il fonctionne d'une façon bio, ben là, c'est d'une plus-value au final. Parce que personne n'est contre l'idée de produire sans pesticides, mais c'est juste les formes que ça prend qui vont énormément influencer comment les gens vont percevoir le produit. Alors, petite question, bon, ça sort un peu du cadre de ton travail, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plus encore sensibiliser nos politiques pour que les cantines de nos enfants accordent des repas durables à tous, à des prix plus accessibles pour les familles précarisées? Donc là, on revient à ton public, afin que les enfants aient au moins un repas sain et équilibré par jour. Alors, c'est très personnel, mais je suis très d'accord avec ça. On voit que dans l'alimentation, en fait, le goût des enfants, ce que les enfants aiment ou n'aiment pas, ça a un énorme rôle sur comment la famille va organiser les repas. Les personnes que j'ai interviewées, même si elles voulaient intégrer des légumes, par exemple, dans leur repas, si les enfants font une crise parce qu'ils n'ont jamais mangé de légumes aux alentours, ça n'encourage pas à faire des changements dans l'assiette. Tandis que, par exemple, faire un gâteau qui a l'air d'être un gâteau au chocolat où il y a des courgettes cachées, là, ça passe du coup, parce qu'ils ne voient pas ce truc de légumes. Donc, l'école est une super opportunité pour familiariser ces enfants à d'autres formes d'alimentation, à les habituer à des légumes, que ce soit, ou un potager. Et du coup, si les enfants sont convaincus, ça va être plus facile de transformer à l'intérieur de la famille. Prix accessible, je sais pas, enfin voilà, les comparatifs sont différents, mais moi, je suis assez personnellement convaincue que ce serait une bonne approche. Merci beaucoup, Amy. Mangeons local le plus possible et de saison.